Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. Les scellés étaient sur la porte. Ils étaient bien passés. À minuit, 6 de la Gestapo. Du jour au lendemain avec Sarah Kaufmann qui publie 2 livres, un récit, Rue Ordonnaire, Rue là-bas, et un essai, Le mépris des Juifs, ces 2 livres chez Galilée. Est-ce qu'il faut rappeler, Sarah Kaufmann, que vous êtes l'auteur d'une 30aine de livres ? Oui, enfin 27 plus exactement. Des livres de philosophie en général. Mais par rapport à ces 2 livres actuels, il y en a un où j'avais déjà un peu abordé indirectement ces problèmes, qui serait Paroles suffoquées. Mais tous les autres... Sur Nietzsche. Non, Paroles suffoquées sur l'espèce humaine, d'Antelme. Vous vous souvenez, sur la question des Juifs, où je parle déjà un petit peu de mon père. Puis j'avais écrit aussi beaucoup sur Nietzsche et sur Freud. Nietzsche qu'on retrouve avec cet essai Le mépris des Juifs qui est sous-titré Nietzsche, les Juifs, l'antisémitisme. Oui, j'avais déjà... les 2 derniers livres que j'avais faits, c'était sur l'excès homo de Nietzsche, ce qui étaient 2 gros Explosion tomes. 1 et 2. Oui, Explosion 1 et 2, qui étaient très très gros. Et je croyais que j'en avais fini avec Nietzsche, mais en réalité, quelque chose manquait. C'était ce problème tout à fait délicat et litigieux, qui était le problème du rapport de Nietzsche aux Juifs, que j'avais abordé dans l'excès homo, mais enfin dans le texte sur l'excès homo, beaucoup dans des notes, mais avec lesquels j'étais pas totalement au clair et qui pour moi devait être mis au clair. Donc j'avais encore ce problème à régler avec Nietzsche, c'est pourquoi j'ai écrit ce petit texte. Et simultanément, d'ailleurs, en même temps, c'est toujours à partir de cette autobiographie de Nietzsche, l'excès homo et mon texte dessus, que j'ai été comme amenée aussi à écrire un récit autobiographique donc de mon enfance, ce qui s'est passé pendant la guerre. On pourrait dire que ces 2 livres, s'ils paraissent ensemble, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que le livre apparemment théorique est dans une certaine mesure une conséquence tout de même de ma vie de petite juive pendant la guerre et tout ce que j'ai à subir à cause de l'antisémitisme et du nazisme. Et c'est pour cette raison que je devais me mettre au clair par rapport à Nietzsche, pour ce problème-là, puisque Nietzsche est un de mes auteurs favoris, que j'aime beaucoup, et qu'il était toujours très gênant pour moi de sentir si proche de Nietzsche, pour lequel la position par rapport à l'antisémitisme est ambivalent, ambigu. Et maintenant, vous y voyez plus clair. Maintenant, j'y vois plus clair, oui. J'y vois plus clair. 2 livres donc écrits en même temps, et l'un de ces livres, le récit autobiographique, Rue Ordonnaire, Rue là-bas, est placé dès son titre sous le signe de la dualité. Oui, il est passé sous le signe de la dualité. C'est extrêmement étrange parce que ce n'est qu'en écrivant ce livre que je me suis aperçue à quel point il y avait ces dualités en moi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces dualités qui est dans le livre à différents niveaux, je la voyais bien en moi, mais par rapport à mes modèles philosophiques dont on avait parlé l'année dernière à propos de l'explosion 1 et 2. Et je voyais justement que j'avais 2 modèles philosophiques très nets en moi qui étaient Freud d'un côté et Nietzsche de l'autre, mais je ne l'avais pas rattaché de façon très nette à ma propre vie. Et en écrivant ce récit autobiographique, je ne savais pas du tout au départ comment j'allais l'intituler. Et c'est d'un seul coup, ça s'est imposé à moi. Ça s'est vraiment imposé.
C'est là que j'ai senti la différence entre une écriture littéraire et une écriture autre que philosophique que j'ai d'habitude. Je dirais littéraire entre guillemets, on pourrait discuter de ça. Mais ça s'est imposé à moi parce que d'abord je me suis aperçue l'importance du nom des rues dans ce texte. Jamais auparavant je n'avais perçu à quel point l'espace était important et pourquoi il fallait que je cite des noms des rues pour me fixer, ancrer quelque part. Et on pourrait dire aussi que tout ce livre est une sorte de parcours de tout le 18e arrondissement avec mes différentes errances. C'est pas un guide de non, Paris, mais du 18e presque. En tout cas, du 18e arrondissement juif. Et les rues se sont imposées à moi, les 2 noms de rues, avec qui résument au fond, je dirais, tout ce que je suis, tout ce que j'ai été, enfin tout ce que je suis devenue. C'est-à-dire un déchirement. Un déchirement et un passage aussi. Un passage, c'est-à-dire la rue Ordonnaire étant la rue de mon enfance, là où habitaient mes parents, avant d'être déportés, avant que les nazis soient passés justement mettre les scellés, comme vous avez rappelé ce texte tout à l'heure. Et puis la rue là-bas étant la rue de cette femme qui m'a cachée pendant la guerre, en plein centre donc de Paris, dans le 18e, dans le quartier juif, avec ma mère. Mais elle m'a cachée, mais elle m'a sauvée. C'était extrêmement important pour moi, mais en même temps, elle m'a détachée. Elle m'a détachée du judaïsme en présence de ma mère, ce qui était pour moi reste une part de mystère important qui m'a contraint aussi à écrire parce que tout n'est pas clair dans mon histoire pour moi. À savoir que c'est précisément en présence de ma mère, à une mère à laquelle j'étais extrêmement attachée, comme le prouve le récit préalable, puisque alors que mes frères et sœurs avaient été cachés à la campagne, moi aussi, mais j'ai dû revenir parce que je ne supportais pas la séparation de ma mère. Avec ma mère, j'ai donc été cachée avec elle en plein Paris et en sa présence, je me suis détachée d'elle et attachée très fortement à l'autre. Et ce passage d'une femme à l'autre, d'une rue à l'autre, c'est aussi le passage d'une langue à l'autre, puisque dans ma famille, on parlait yiddish et polonais, j'ai parlé français qu'à l'école. Là, le français s'est imposé à moi, j'ai perdu plus ou moins la langue maternelle, la comprenant toujours, mais ne pouvant plus la parler. Puis le passage, je dirais pas d'une religion à l'autre, parce que justement là, je ne suis pas passée à l'autre religion, mais d'une culture quand même à l'autre, de façon très importante. Et je me suis jamais, je suis restée éloignée. Mais ce qui, par contre, c'est ce passage n'a pas été un vrai passage au sens où il serait une conversion. Parce que justement, je ne me suis pas convertie ni au christianisme, ni coupée non plus de mes racines juives. Et donc, je garde effectivement cette dualité en moi, comme je garde la dualité Nietzsche-Freud. Les deux, toujours en même temps. Ce qui fait que je ne suis prise ni par l'une ni par l'autre. Et qu'au fond, alors que j'étais extrêmement jeune, puisque ça s'est passé pour moi entre 7 ans et demi et 10 ans, j'ai résisté au fond à l'une et à l'autre du point de vue d'une assimilation quelconque et d'une emprise. Mais c'est passé par un déchirement lié à un rapport affectif extrêmement puissant à cette femme. Et maintenant, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, la rue s'appelait la rue là-bas et la rue de mes parents, rue Ordonnaire. Ce qui fait que maintenant, ça sonne pour moi la rue ordinaire et la rue là-bas, au loin, l'autre, le passage à l'autre. Ce récit, c'est un vrai récit. C'est pas un ouvrage de philosophe. Oui, justement. Alors c'est ça aussi qui, pour moi, a été extrêmement important d'écrire ce texte. Qui porte uniquement donc sur mes années d'enfance et des tout petites enfances. Et après, je fais un vague résumé de ce qui m'est arrivé après, mais ça porte essentiellement son enfance. Mais qui m'a intéressé, ce que je voulais arriver à faire, c'était justement ne pas expliquer ce qui s'est passé. Je n'avais pas du tout... d'abord parce que tout n'était pas clair pour moi, et parce que je pensais qu'il était important d'écrire ce qui s'était passé sans explication et sans un effort de réappropriation de ma vie pour lui donner un sens, soit historique, soit psychanalytique, par exemple, ou soit philosophique, problème de l'identité, passage d'une chose à l'autre. Ce qui m'a intéressé, vous avez ça a mis du été... temps à vous décider à l'écrire. Oui, alors justement, ce qui est arrivé, ce qui m'est arrivé se situe dans les années 42, 44 et 45, et nous sommes en 94, donc ça fait 52 ans en fait que je porte ce récit en moi. Et vous dites que cette histoire, vous ne l'avez racontée à personne. Je l'ai racontée par bribes, mais de façon continue, sous forme d'un récit continu, comme je fais dans le texte. Ici, non.
Et c'est resté un peu en moi comme un corps flottant qui, euh, qui était là et qui avait besoin de s'exprimer. Donc, j'ai fait une psychanalyse, évidemment, donc j'en ai parlé, mais en psychanalyse, on ne parle pas de façon continue, justement. On parle par association libre. Alors, on peut parler d'une fois d'un événement et 3 ans après parler d'un autre. Et pour moi, ce qui a été extrêmement important, ça a été cette expérience d'écriture qui se différencie totalement de mon écriture philosophique, c'est-à-dire il n'y a aucun effort de sens, aucun effort d'interprétation, aucun effort de réappropriation et de maîtrise de ma vie qui reste là telle quelle, bien que je comprenne moi un peu, mais pas complètement. Et puis j'ai pas voulu, ça s'est imposé à moi d'écrire de cette manière. Et donc la distinction par rapport à mes textes philosophiques et la distinction aussi de ce qui se passe dans une psychanalyse. C'est complètement différent. L'écriture de ce récit a été pour moi extrêmement importante sur le plan psychique. Je peux pas dire plus que la psychanalyse, mais je veux dire, ça s'est ajouté l'un à l'autre. Peut-être que sans la psychanalyse, ce récit à l'état pur n'aurait peut-être pas été possible. Mais je dois dire que en faisant ce petit texte, les choses se sont imposées à moi. J'ai eu des images, des odeurs, qui se sont imposées, qui n'étaient pas revenues du tout en psychanalyse. Bon. Reste à raconter l'histoire. Et justement, dans ce livre dont vous parliez tout à l'heure, Paroles suffoquées, qui est apparu en 87, vous écriviez « Mon père est mort à Auschwitz. Comment ne pas le dire et comment le dire ?» Aujourd'hui, vous savez répondre à cette question ? C'est-à-dire, j'ai répondu en passant à l'acte. C'est-à-dire que les deux livres, effectivement, sont à la fois proches et lointains. C'est-à-dire, dans Paroles suffoquées, il y avait des passages qui étaient vraiment un peu autobiographiques quand je parle de la déportation de mon père. Mais à cette époque-là, j'aurais été totalement encore incapable d'écrire un récit autobiographique, de parler de moi à la première personne, bon, comme je fais dans ce texte. Et je crois que dans Paroles suffoquées, l'originalité par exemple, de l'allusion à ce qui s'était passé pour mon père était que je m'étais efforcée justement de lui ôter tout caractère autobiographique, d'insérer ce que je disais de mon père dans un ensemble qui concernait tous les juifs. Et le moyen par lequel j'étais passée pour arriver à ça, ça avait été d'une part d'avoir mis dans le livre la page de Klarsfeld dans lequel il y avait le nom de mon père, mais parmi tant d'autres, de telle sorte qu'on voyait bien que c'était pas une histoire singulière et que son histoire n'avait un sens que parce qu'elle s'inscrivait dans l'histoire avec un grand H. Et aussi en ayant inséré tout ce qui concernait mon père dans une réflexion sur le texte d'Antenne sur l'espèce humaine et des différents textes de Blanchot, en particulier dans le texte sur les différents textes des Juifs, dans le texte sur le désastre. L'écriture du désastre. De telle sorte que j'étais prise entre deux référents, mon père était pris là-dedans et finalement je disparaissais complètement, moi, comme enfant. Et alors dans ce texte-là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'essaie d'écrire sans aucun référent philosophique et ce qui compte alors au contraire c'est l'inscription, ma propre inscription dans cette histoire et comment je suis peut-être devenue philosophe et ce que je suis devenue par l'intermédiaire de cette époque et de ce qui s'est passé. Et ce que vous dites au début, Sarah Kaufmann, c'est que vous êtes sentie acculée à écrire cette histoire et que tous vos autres livres ont peut-être été des voies de traverse obligées pour parvenir à raconter ça. Oui, c'est ce que je me dis, moi, maintenant, après coup, évidemment. C'est-à-dire que il est bien évident que je me suis sentie autorisée moi-même, vis-à-vis de moi-même, à écrire un texte où je parle de moi, parce que j'ai écrit d'abord tant d'autres livres, qui fait que tant d'autres livres où, tout en étant philosophe, j'ai quand même une position assez originale à l'intérieur de la philosophie, c'est-à-dire mes textes ne sont pas des textes de philosophie, d'histoire de la philosophie selon une tradition universitaire, puisque dans la plupart de mes livres, j'essaie quand même de montrer l'insertion psychologique, les bases pulsionnelles des grands textes philosophiques. Par exemple, dans mon texte sur Auguste Comte, Aberration, le devenir femme d'Auguste Comte, je montre les bases pulsionnelles du système positiviste. Bon, ou dans le texte Le respect des femmes, c'est pareil, je montre les bases pulsionnelles de ce que dit Kant ou Rousseau sur les femmes.
donc, ayant écrit ce grand nombre de pages, avec cette position philosophique déterminée, j'ai pensé aussi, surtout après donc avoir écrit Exposition 1 et 2 sur devenir soi-même, qu'il était important aussi pour moi de montrer que tous mes livres théoriques avaient une insertion dans le pulsionnel, dans la vie, au sens, dans mon histoire. Et c'est quelque chose qui ne va pas contre mes autres livres, qui n'est pas différent en ce sens-là, qui complète, qui donne, ce qui est assez rare de nos jours. C'est-à-dire souvent les littéraires écrivent leurs confessions, mais les philosophes, il n'y a pas tellement de récits autobiographiques qui... je ne veux pas dire que ce texte-là va éclairer tous les autres, ni doit être la vérité sur moi, mais je pense qu'il donne... il permet peut-être de lire actuellement mes autres livres. Rue là-bas, qui paraît chez Galilée, n'est pas centré sur la disparition de votre père à Auschwitz. Ce serait plutôt un livre sur la mer, ou plutôt sur les mers, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais le père est là, dès les premières lignes, dès les premiers mots du livre, à travers un objet, qui n'est pas un objet comme les autres. C'est la seule chose qui vous reste de votre père, un stylo. Oui, c'est très émouvant pour moi et ce n'est pas une fiction, hein, je dois dire, j'ai pas inventé ça, c'est vrai. C'est-à-dire que je l'ai vraiment, ce stylo, c'est la seule chose qui me reste de lui. Il est complètement avec du scotch tout autour et bon, je m'en sers plus depuis que j'ai quitté le secondaire parce que je pouvais plus écrire avec et puis que maintenant il y a des cartouches. Mais à l'école, vous écriviez avec. J'écrivais à l'école à l'école et au lycée après la guerre. Et évidemment, c'est moi maintenant qui dis, il me contraint à écrire. C'est une réflexion après coup. Mais effectivement, ça donne un petit peu un aspect fantastique, un peu comme dans certains textes de Gogol, vous savez, on voit un nez qui disparaît de quelqu'un ou un manteau qui continue à exister. Et je vois d'un seul coup ce stylo comme ayant perdu son propriétaire et qui est passé à moi et qui continue à écrire sans le propriétaire de ce stylo. Je veux dire, j'aurais pu faire un texte fantastique là-dessus, un stylo qui écrit tout seul, sans le propriétaire. C'est très émouvant pour moi parce que d'abord, je l'avais pris dans le sac de ma mère, puisque c'est elle qui l'avait eu. Voilà, quand mon père était parti à Drancy, elle l'avait accompagné et on lui avait donné certains objets. Et c'est moi qui l'ai pris un jour sans le demander et qui m'en suis tout le temps servi en pensant d'emblée qu'il devait être à moi et que je devais en faire quelque chose, quoi, de ce stylo. Et bon, donc mon récit commence par ce reste qui est un seul reste. Et j'écris aussi, je crois, depuis longtemps, depuis toujours, comme je vous le disais dans une émission précédemment, pour qu'il reste quelque chose. Il reste quelque chose de moi, de ma vie, de cette histoire. Il fallait que ça reste. Donc, ce stylo reste, ça reste. Et puis ensuite, j'essaie de savoir est-ce qu'il me reste encore autre chose. Et pendant longtemps, il me restait effectivement aussi une carte postale écrite par mon père de Drancy, avec donc pas ce stylo-là, mais avec à moins que, parce que là je n'ai pas de souvenir, c'est peut-être au moment où il est parti aux Auschwitz, on a renvoyé ça à ma mère, je ne sais plus. En tout cas, écrit à l'encre violette et pas de sa main, ce qui était déjà très douloureux, parce qu'on n'a pas dû laisser passer une carte en yiddish et en polonais. Mon père écrivait dans cette langue. Je revois vraiment cette carte avec le timbre du maréchal Pétain dessus. Et à chaque fois que j'allais voir ma mère, par la suite, j'ouvrais une sorte de petite mallette dans laquelle ma mère mettait les différentes photos de toute sa famille ainsi que cette carte. Et puis, je regardais tout le temps et je la relisais tout le temps. J'étais tout le temps hyper émue de ça. Et votre père était très religieux. Et quand même, oui, moi je suis émue encore maintenant. Donc c'était un rabbin. Vous aviez
2 sœurs, 3 frères, vous étiez 6. Mhm. Hein, et bon, tout l'univers familial a été rompu ce 16 juillet 1942, quand, comme vous le dites, votre père va être ramassé. Oui, parce que c'était un mot de l'époque. Et j'ai tenu à le garder. Euh, j'ai tenu à garder ce mot parce que ça montre bien comment les Juifs étaient considérés un peu comme des déchets, des restes qu'on ramasse à la petite cuillère. On les ramasse pour les parquer, pour les exterminer. Donc j'ai gardé ce mot, ramasser. C'était frappant. Et oui, et je disais donc que à la mort de ma mère, on n'a pas retrouvé cette carte de mon père. Et c'était très douloureux pour moi. Et je me demande où elle a disparu. Pourquoi elle n'était plus là. Et vous la connaissiez par cœur, cette Oui, carte? mais je la connaissais quand même par cœur. De toute façon, heureusement, et je la revois. C'est-à-dire quel mon père, ils avaient le droit d'écrire une carte avant de partir pour Auschwitz. Ils réclamaient un paquet de... Ma mère avait le droit d'envoyer. J'avais dur, moi je pensais pas que j'allais encore été émue comme ça. Donc, il avait demandé à ma mère d'envoyer un paquet de cigarettes, en précisant bien les Gauloises. Et puis, il lui disait de s'occuper de mon dernier frère, qui venait juste d'avoir 2 ans. Donc, pour moi, c'était... je relisais toujours cette lettre et il lui disait occupe-toi bien des enfants, et surtout d'Isaac, le dernier. C'était très émouvant. Et aussi qu'il ait demandé des cigarettes. Dans la mesure où, pendant toute mon enfance, je n'ai aucun souvenir concret d'avoir vu mon père fumer, ni l'odeur de fumée, mais au contraire de la privation de la cigarette chez mon père. Parce que je me souviens uniquement du jour de Shabbat où mon père, n'ayant pas le droit de fumer, il souffrait énormément de ne pas fumer. Et qu'il attendait donc la fin du Shabbat. On guettait tous les 3 étoiles. Ça se raconte également pour guetter le moment où mon père pourrait enfin jouir de cette cigarette. Et donc je n'ai aucun souvenir, je ne le revois pas concrètement fumer, ni des moments, mais uniquement ces moments de privation. Et qu'il ait rappelé donc ce besoin de cigarette dans cette carte, c'est-à-dire à un moment aussi il n'en aurait pas, c'était très émouvant. Et ensuite, par la suite, très longtemps après, quand j'ai fait une psychanalyse, le premier rêve que j'ai fait où il était question de mon père, j'ai rêvé de lui comme d'un ivrogne. Enfin, j'avais la certitude en me réveillant que cet ivrogne était mon père. C'est la première fois que je rêvais de mon père, de façon de me souvenir du rêve. J'avais été vraiment très très intriguée. Je me suis dit, moi qui idéalisais mon père, etc. Mais c'est pas possible que je rêve de lui sous forme d'ivrogne. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, etc. Et avec les associations, j'ai compris que cet ivrogne, enfin, j'avais pensé que c'était un ivrogne parce que je voyais un homme traverser une rue en zigzagant et que mon père roulait lui-même ses cigarettes dans un papier à cigarette qui s'appelait Zigzag. C'est Zigzag qui avait donc été ce signifiant qui avait fait tout le rêve. Et donc je sais pourquoi je raconte ce rêve.
Alors vous voyez, Sarah Kaufmann, j'essaye de vous retrouver enfant, et puis vous me dites, j'ai envie de parler de Freud et de Hitchcock. Non, je vais dire que comme je me sens maintenant très émue alors que je ne pensais plus l'être, parce qu'en fait, depuis que j'avais écrit ou que j'ai parlé de ça, je ne pleurais plus en parlant, je me trouve le besoin de parler théorie. Bon, mais si j'ai dit ça, c'est qu'à l'intérieur de mon récit, à un moment où je l'ai écrit, il y a eu un moment très très dur dans le texte au niveau de l'écriture, au point de vue émotionnel. Et c'était le moment de la fin de la guerre où j'ai été donc complètement attachée à cette femme et qu'un tribunal... la dame de la rue là-bas. La dame de la rue là-bas et que le tribunal FFI avait dû juger entre qui me garderait, cette femme ou ma mère, et que m'ayant confié finalement à cette femme... auquel moi je tenais beaucoup et surtout sur mes insistances à moi. C'est vous qui aviez déclaré votre préférence pour cette femme? C'est moi qui l'avais déclaré ma préférence pour cette femme, donc on m'avait confié, mais ma mère, comme c'était en plus un tribunal complètement d'exception, que ça n'avait pas dans un préau d'une école, comme vous savez après la guerre, des règlements de compte plutôt, ma mère était venue me reprendre. Et pour moi, j'ai eu à ce moment-là un déchirement total, absolu. Et en même temps, j'étais contente que ma mère me reprenne quelque part. J'étais contente. J'avais supporté très très mal le moment où la dame de la rue là-bas, ayant eu le jugement en sa faveur, avait téléphoné à un ami en disant « Ça y est, je garde la petite ». Je m'étais sentie... suffoquée, là. J'étais dans une petite cabine téléphonique de la rue Marcadet. J'entendais « Ça y est, je garde la petite ». Dans cette petite salle cabine de téléphone, je me suis sentie, alors là, vraiment devenir claustrophobique, comme si j'étais prise, arrachée quelque part. Et quand ma mère est venue m'arracher, j'étais contente. Je trouvais que c'était plus normal. Mais en même temps, je souffrais énormément. Et au moment où je suis arrivée à ça dans mon histoire, j'en pouvais plus. Donc, il fallait que je passe à quelque chose de théorique, qui n'était pas une explication de ce qui s'était passé, mais indirect. Et c'est là que j'ai mis une page du texte de Freud sur Léonard de Vinci concernant les deux mères de Léonard de Vinci. Mais je les ai pas mis, je les ai mis parce que d'une part, ça montrait indirectement la peine que pouvait avoir éprouvée ma mère face à tout ce qui s'était passé, comme le Freud insiste sur la mère de Léonard de Vinci dû céder son fils non seulement à une rivale, mais encore à une autre mère. Enfin, donc il était. D'ailleurs, le tableau de Léonard de Vinci. Il perd son mari pour une autre rivale, il perd son fils par rapport à une autre mère. On voit bien. Je ne pouvais pas parler directement, comme je donnais aucune interprétation de ce qui s'est passé, mais indirectement, donc je dis la peine de ma mère, et en même temps, c'était parce que c'est en écrivant ce texte-là que je me suis rendu compte aussi de la signification de ce que j'avais fait pour mon premier livre. Mon premier livre, ça fait L'enfance de l'art, qui porte donc sur les textes de Freud, sur l'esthétique de Freud, une interprétation de l'esthétique de Freud. J'écrivais à ce moment-là chez Payot, et Payot, pour la première ne faisait pas, c'était la grande édition Payot bleu et blanc, scientifique, très sévère d'allure, et je lui avais dit, est-ce que je peux mettre un dessin sur une couverture? Ils ne le faisaient pas, eux, avant. C'était... Bon, et j'ai dit, c'est très important pour moi, il faut qu'il y ait ce dessin sur la couverture. Alors, Payot m'avait dit oui. Enfin, Jean-Luc Pidou m'avait dit oui, et donc j'avais mis ça, et après, donc, ils en avaient mis d'autres. Mais c'était le premier chez eux, c'était ce dessin-là, qui a été après repris dans les différentes éditions et dans les traductions à l'étranger. Et c'est en écrivant, c'est le carton de Londres qui représente la Vierge et Sainte-Anne étroitement accolés l'une à l'autre, et face à l'enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste qui jouent. Et je me suis rendu compte que si j'avais mis ça aussi, ça avait probablement un rapport avec mon histoire, avec l'histoire de mes deux mères totalement accolées. Donc j'ai eu besoin dans mon livre à un moment donné donc vraiment de souffler et de passer indirectement à du théorique. Et puis j'ai aussi tenu à raconter mon émotion, mon angoisse très très forte face à un film d'Hitchcock qui s'appelle The Lady Vanishes, une femme disparaît, dans lequel il y a deux femmes. Il y a deux femmes aussi, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné la substitution d'une femme à une autre, la substitution d'une femme
apparemment très gentille, très maternelle, etc. Et puis, à un moment donné, donc elle disparaît, puisque en fait, il s'agit d'une histoire policière et qu'elle est un agent d'espionnage. Et il y a une autre femme qui se met à sa place, habillée de la même manière. Puis on croit qu'elle est retrouvée dans ce train, et quand on la voit un visage absolument terrible. Et j'ai vu ce film plusieurs fois. Donc la première fois passe, mais les autres fois, même je savais ce qui allait se passer, j'étais hyper angoissée. Et je pensais que c'était pour moi la réviviscence de ce passage d'une mère à l'autre. Et bon, donc j'écris ici ce texte-là qui n'est en fait que le début d'une interprétation. Ensuite, j'ai prolongé ce texte qui paraîtra dans un livre sur le cinéma au mois de février, dans lequel j'ai ajouté 4 pages qui donnent une interprétation beaucoup plus grande en fait de ce film, dans lequel je montre que la mère qui paraît très bonne et l'autre très mauvaise, en fait que la toute bonne n'est pas toute bonne, et qu'il y a une véritable ambivalence, et je montre que si l'héroïne a une telle angoisse dans le film à laquelle moi je me suis identifiée, c'est parce qu'en réalité elle est extrêmement coupable, et que tout est fondé sur la projection de la culpabilité de la fille. Donc je donne en fait une interprétation plus grande, mais je ne voulais pas ici trop rompre, mais simplement en dire, c'est que en écrivant ce texte, je me suis rendu compte aussi du rôle du théorique pour moi, dans toute ma vie, les 27 livres qui ont précédé. C'est-à-dire, en dehors de la nécessité philosophique d'écrire, il y avait aussi pour moi un besoin de ne pas voir le réel, de le dissimuler. Et le concept, la philosophie était là essentiellement pour ne pas sentir. Et dans ces 2 pages, dans ce livre qui sont très courtes, qui rompent un peu l'unité du récit, était nécessaire pour moi de reprendre souffle. Alors justement, Sarah Kaufmann, venons-en au deuxième livre, plus théorique, Le mépris des Juifs, sous-titré Nietzsche, les Juifs, l'antisémitisme, qui paraît chez Galilée, en même temps que ce récit dont vous venez de parler, Rue Ordonnaire, Rue là-bas. Nietzsche et les Juifs, c'est quand même une question qui nous préoccupe depuis pas mal de temps. Il faut dire qu'il a adopté, lui, les positions les plus diverses sur la question juive. Oui, alors justement, jusqu'encore l'année dernière, moi-même n'étais pas très au point par rapport à cette position de Nietzsche. Mais en même temps, il y avait eu des livres qui avaient paru récemment, accablant Nietzsche d'antisémitisme, le rendant responsable de tout ce qui s'était passé aux Juifs, etc. Je ne pouvais pas l'admettre. Mais en même temps, j'avais pensé pendant très longtemps qu'il y avait des textes tout à fait divers là-dessus, qui se contredisaient plus ou moins, comme beaucoup de textes de Nietzsche sur beaucoup de choses. Et puisque Nietzsche n'est pas un nom unique, c'est un nom unique pour dire plusieurs devenirs, et Nietzsche n'est devenu lui-même qu'à la fin. Donc Nietzsche, ça ne veut rien dire, Nietzsche n'écrit pas, ce n'est pas Nietzsche, c'est Nietzsche à tel moment de son existence. Et donc il a pu avoir différentes positions. Mais alors justement, en faisant ce travail, je me suis rendu compte, au fond, que ces positions n'étaient absolument pas incohérentes, ni non plus le produit d'une évolution historique banale. C'est-à-dire que j'ai compris que les différents jugements qu'il portait sur les Juifs, tantôt positifs, tantôt négatifs, venaient tous d'une certaine image qu'il se faisait du Juif. Alors, l'image fondamentale, qui est relativement banale, mais peut-être pas la manière dont lui va exploiter, qui serait donc l'essentiel, ce qu'il appelle la spécialité juive. C'est une spécialité juive qu'il appelle orientale, c'est sa propension au sublime. Conception sublime de la loi, liée à ce dont il avait le plus besoin et qui ça marque même le désir de l'élection. Bon, si on analyse bien et si on comprend bien ce que veut dire cette idée d'élection, et c'est ce que veut dire Nietzsche, la proportion au sublime, on comprend alors la double caractéristique qu'il donne des Juifs. Une double caractéristique totalement ambivalente, c'est-à-dire d'une part une face totalement positive, dans lequel il présente le Juif, alors contrairement à ce qu'on dit souvent, donc j'insiste bien là-dessus, une face totalement positive, que le Juif est totalement affirmatif de la vie, le moins décadent de tous les peuples, attaché à la vie beaucoup plus que les Grecs.
beaucoup plus que les Grecs. Il dit, par exemple, les Grecs n'ont jamais pensé à une résurrection, alors que pour les Juifs, c'est la résurrection avec la chair, il ne quitte pas ses entrailles. Bon, un peuple totalement affirmatif, ayant fait tout ce qu'il a pu pour subsister en vie, quoi qu'il se passe dans l'histoire, et y étant parvenu. Et s'il est parvenu, c'est précisément parce que il s'était forgé, il avait l'idée qu'il était un peuple élu, préféré de tous, et que quoi qu'il arrive, il continuait à être aimé de Dieu. Mais en même temps, cette même conception d'un Dieu et d'une loi morale sublime faisait que il avait toujours l'idée que il ne parvenait jamais à satisfaire cette loi. Cette loi, il ne pouvait pas. Donc, en même temps qu'il forge l'idée d'un Dieu sublime, il se transforme quelque part en un pécheur, qui fait que, dans le premier cas où il se sent l'élu, il méprise totalement tout le mépris qu'ont eu pendant des siècles les autres peuples, mais en tant qu'il se sent quelqu'un qui ne peut jamais rejoindre Dieu, jamais être uni à Dieu, toujours séparé par un abîme de ce Dieu sublime, et ne pouvant pas accomplir sa loi, il se méprise lui-même. Il se méprise lui-même et il méprise toute l'humanité comme telle. Le péché pour lui n'est jamais un péché vis-à-vis des autres hommes, mais vis-à-vis de Dieu. Et d'où cette figure totalement négative qu'il a de lui-même, de se mépriser, de s'humilier. Et c'est à ce moment-là qu'il est présenté par Nietzsche comme le renversement des valeurs. Il n'y a aucune valeur naturelle qui est possible. Il est responsable de la division en deux mondes, etc. Mais ce que j'avais pris jusqu'à présent comme des textes contradictoires, tantôt le juif magnifié, tantôt le juif responsable du renversement des valeurs, s'explique totalement à partir de ce qu'il appelle cette spécialité juive. Et alors il compare à ce moment-là l'attitude de Dieu, enfin le Dieu des Juifs tel qu'il le conçoit, tel que les Juifs l'auraient conçu, selon lui, par projection, en fait, de leur propre puissance en Dieu, et c'est en défait totalement leur puissance, se méprisant totalement eux-mêmes. Le Dieu est tellement grand que l'homme n'est rien. Alors, il le compare au rapport des nobles à Louis XIV, au moment où... et dans lequel les nobles n'ont plus aucun pouvoir. Il n'y a que pour le roi a tous les pouvoirs, mais en même temps, ils sont les privilégiés. Et en tant que tels, ils supportent de n'être pas le roi. Et ils méprisent tous les autres. Alors cette comparaison, elle est intéressante parce que elle montre que pour Nietzsche, le juif est un peuple nobiliaire, en fait, et pas du tout plébéien, etc. La décadence, c'est un masque. C'est un masque pour une sorte de comédie qu'il a jouée, pour imposer des valeurs, pour qu'il ait pu subsister comme peuple et survivre à toutes les persécutions. Et donc c'est extrêmement... Ceci est un point très important, cette double image, qui fait que Nietzsche considère que grâce à cette double image, le juif qui a commencé par être méprisé, qui a été méprisé, qui a subi tout ce qu'il a subi au cours de l'histoire, finalement redressera la tête et devient pour lui quasi le modèle du surhumain à la fin des temps, enfin une sorte de fin des temps, ce qu'il appelle le jour du véritable sabbat, où le peuple juif sera advenu vraiment à lui-même. C'est-à-dire ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est dès le départ, il dit les juifs n'ont pas encore dit leur dernier mot. C'est-à-dire que les juifs, c'est pas une entité fixe, comme lui-même n'est pas fixe. Il y a un devenir juif du juif. Et ce devenir juif du juif, pour Nietzsche, c'est un devenir surhumain, un devenir noble. Au cours du temps, il deviendra le maître de tous les autres peuples. Il sera enfin noble, c'est-à-dire, surtout pour Nietzsche, ça veut dire que il n'aura plus honte à l'égard de lui-même et les autres peuples n'auront plus honte de lui. C'est-à-dire, il ne sera plus ce sale juif qu'il a été, le simple circoncis. Alors, ce qu'il y a, c'est que, justement, ce texte de Nietzsche me paraît extrêmement intéressant, parce que Nietzsche a bien vu, lui, que dans le juif, il fallait garder toujours très lié l'idée de l'élection et de la circoncision, comme telle. Alors que ce qu'a fait l'hitlérisme, le nazisme, c'est de séparer l'élection et la circoncision. C'est-à-dire, ils ont laissé aux juifs la seule image d'évaluer de celui qui n'est rien, mais le juif ne sentait rien que par rapport au Dieu.
mais pas par rapport aux autres hommes, qui n'est rien, toujours coupé de Dieu. C'est ça qu'on appelle la circoncision, de chair, mais qui signifie en fait que la loi n'est jamais accomplie, qu'il est toujours coupé de Dieu, qu'il n'y a aucune union possible avec lui. Ils l'ont séparé de l'aspect de l'élection. Et Hitler a voulu garder l'élection sans la circoncision, sans la loi, par conséquent. Donc Nietzsche montre bien le lien très 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 fort de l'un à l'autre. Et alors ce devenir noble du juif, se ferait progressivement au cours de l'histoire par le fait que le juif, à cause des différentes situations, la diaspora où il a dû se trouver, il s'est adapté aux différents peuples qu'il a rencontrés, et il s'est adapté et il a joué différents rôles. Et à force de jouer différents rôles, il est devenu l'artiste par excellence, le comédien par excellence. Et à force de jouer les nobles, il est devenu noble. Alors, le problème que je pose là-dedans, c'est pourquoi quand même, ça c'est ma construction que je fais à partir des différents textes de Nietzsche, c'est pourquoi quand même le juif n'est pas dit comme tel le modèle du surhumain. C'est lui et qu'il prend ici, par exemple, les hommes de la Renaissance, César Borgia, etc. C'est que il y a une chose importante, c'est qu'au cours de l'histoire, en principe, mon hypothèse, c'est que quand le juif, si on admet l'hypothèse de Nietzsche, les juifs récupèrent toute la puissance qu'ils ont perdue au cours de l'histoire et qu'ils ont projetée en Dieu au départ, ne se sentant eux rien, s'ils deviennent vraiment nobles et maîtres, il faudrait qu'ils abandonnent la croyance en Dieu, c'est-à-dire, ce serait ça le surhumain, c'est-à-dire redonner à l'homme tout ce que l'homme a commencé à projeter en Dieu et s'est senti diminuer à cause de ça. Or, il est peu probable que le juif abandonne son idée de Dieu et l'élection de Dieu auquel il tient par-dessus tout. C'est-à-dire que si le juif n'est pas le modèle du surhumain, c'est que s'il sait bien, il ne sait pas vraiment consciemment que c'est lui qui a créé la figure de Dieu. C'est la différence avec les nobles de l'époque de Louis XVI. Les nobles de l'époque de Louis XVI savaient que c'était eux qui avaient élevé le roi à leur puissance en lui donnant sa propre puissance. Les Juifs se le cachent, puisqu'il fallait bien qu'ils se cachent pour se croire élus de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas être le modèle de surhumain dans la mesure où ils restent dans l'illusion qu'il y a un Dieu. Bon, il faudrait qu'ils deviennent totalement athées. Bon. Mais en même temps, Nietzsche, qui ne voit jamais les choses de façon très univoque, dit, mais quelque part, ils savent quand même que c'est eux qui ont édifié à partir de leur puissance. Et ça, en ce sens-là, ils seraient complètement comme les Grecs, parce que la seule différence entre les dieux grecs et les dieux juifs, c'est très ça. Les Grecs, eux, savent que les dieux qu'ils ont forgés sont les plus beaux, les représentants des exemplaires humains. C'est la projection, mais sans perdre de leur libido narcissique. Je voudrais ajouter quand même, tout ça, j'étais très contente, parce que je trouve que ça donne une image quand même du juif assez fidèle. C'est-à-dire finalement, un juif, je dirais, pour parler en termes psychanalytiques, un peu ayant une figure maniaco-dépressive, c'est-à-dire à la fois sûr de lui, méprisant tout ce qui peut lui arriver, surmontant effectivement tout dans l'histoire, et en même temps capable de se sentir un rien. Je suis un rien, je suis un rien, je suis un rien, dit-il dans la synagogue le jour du Yom Kippour, face à Dieu. Bon, c'est double image. Mais par rapport à l'antisémitisme, ce qui n'est pas exactement le même problème, ce que je veux dire, il ne peut pas être antisémite au sens de l'hitlérisme, à cause de ce que je viens de dire, mais ce qui m'a intéressé, ça a été de montrer comment le devenir Nietzsche de Nietzsche impliquait qu'il rompe avec un antisémitisme de sa jeunesse. C'est-à-dire un antisémitisme qui était lié à sa famille, à sa mère, à sa sœur, à tous ses amis, Gersdorf, etc. Et surtout à ces deux modèles identificatoires très forts qui étaient Wagner et Schopenhauer, dont l'antisémitisme était absolument